L'invité de France Info ce matin est Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Apathy. Nous sommes le 8 mars. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. C'est la journée internationale des droits des femmes. Alors, ça n'est pas d'hier que l'on évoque les différences et les discriminations que subissent les femmes dans la société. Je vous propose d'écouter, ça nous rappellera pour certains des souvenirs, Yvette Roudy, en 1982, la première ministre des droits des femmes. Lorsqu'on sait que les femmes maintenant travaillent à 45%, mais que lorsqu'il s'agit par exemple des chances de formation à l'intérieur d'une entreprise, elles n'ont que 28% des places dans la formation, ce qui est vraiment alors une discrimination énorme. Sur 300 métiers, on leur en offre 30 à peu près. Pour ce qui est du chômage, en revanche, alors là, elles sont très largement majoritaires. Donc, vous voyez, au travers de ces 2-3 chiffres, qu'il y a des discriminations flagrantes. Et pour les réduire, il faut attaquer sur tous les terrains. Voilà, il faut attaquer sur tous les terrains. Ça a un sens encore aujourd'hui, la journée du 8 mars, Aurore Berger, et lequel ? Ça a encore un sens parce que justement, ce qu'elle dénonçait en 1982, moi j'étais pas née à cette époque, donc moi j'ai grandi avec des lois qui sont censées nous protéger et qui sont censées permettre de faire advenir l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment l'égalité salariale. Mais aujourd'hui, le compte n'y est toujours pas. On a toujours 9% de Différence différence salariale. de salaire à travail égal. Mm. Et 25% en moyenne si on compare juste la moyenne du niveau de revenu des hommes et la moyenne du niveau de revenu des femmes. Donc ça veut dire que la loi ne suffit pas. Même si on a un cadre juridique qui existe, il faut maintenant qu'on arrive vraiment à la faire appliquer. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs hier Édouard Philippe, puisqu'il a tenu une réunion sur ce sujet. Je vous propose d'écouter le Premier ministre à la sortie de l'hôtel Matignon. Ce qui est fou, c'est que tout existe dans le droit, mais dans les faits, l'égalité n'est pas là. Notre objectif, c'est de passer de belles déclarations juridiques à une véritable égalité réelle. Voilà, ce qui est fou, c'est que tout existe, dit-il. C'est vrai que c'est assez fou. Ce sont les chefs d'entreprise qui résistent. Les chefs d'entreprise qui résistent, même s'il y a eu des évolutions quand même, et heureusement positives, puisque l'écart s'est quand même réduit, mais on a toujours ce 9% d'écart à travail égal. Raison pour laquelle nous, on prend un certain nombre de dispositions. Oui. Justement, le fait que les entreprises de plus de 50 salariés seront obligées de se doter d'un logiciel qui permettra de détecter justement les écarts, d'objectiver en fait les écarts entreprise par entreprise, en leur laissant 3 ans pour qu'il y ait un phénomène de rattrapage au sein de chaque entreprise au bénéfice des femmes. Et si ça n'est pas fait, une nouvelle loi serait nécessaire à ce moment-là ? Non, des sanctions financières pourraient être mises en place par les inspecteurs du travail, parce que l'idée, c'est que ce soit les inspecteurs du travail qui puissent venir constater s'il y a ou non une infraction, puisque la loi existe. Donc, si la loi n'est pas respectée, ça veut dire qu'on est donc en infraction avec le droit, et on multiplie par 4 le nombre, justement, de constats qui seraient faits par les inspecteurs du droit du travail. Sauf que Fanny Guinochet, qui tient sa chronique économique tous les matins ici sur France Info, nous expliquait qu'il n'y aurait pas plus d'inspecteurs du travail, que donc ces contrôles qui sont annoncés vont être difficiles à tenir. Cette promesse va être difficile à tenir, des contrôles et donc des sanctions. C'est qu'on en fait une priorité. Tout dépend comment vous formez les inspecteurs du travail, quelles sont les priorités que vous leur donnez. On fait aujourd'hui la question de la lutte contre les inégalités salariales hommes-femmes une priorité en disant qu'on passe d'environ 1300 constats par an sur ces questions-là, contrôles par an, à 7000 contrôles par an. Et là, on verra une effectivité, d'autant plus qu'on le borne dans le temps. C'est-à-dire, on dit aux entreprises, vous vous dotez de ce logiciel-là qui permet d'objectiver les écarts salariaux entreprise par entreprise. Si en 3 ans, vous n'avez pas réussi à rattraper cet écart, là, les sanctions tomberont. Malheureusement, on ne parle pas de toutes les entreprises. Celles de moins de 50 Moins de salariés 50, oui. ne sont pas concernées et ça fait beaucoup. Pourquoi Oui. Pourquoi est-ce qu'on me discrimine ? C'est qu'on discrimine pas. C'est qu'à un moment, il faut aussi pouvoir objectiver. C'est pas la même chose quand vous avez une toute petite entreprise, vous avez 3 ou 4 personnes, où c'est des métiers qui sont souvent des métiers différents, et 50 personnes où vous pouvez comparer sur des métiers comparables, puisque c'est bien ça le sujet. C'est à travail égal, Ça à poste représenterait égal. 4 millions de femmes salariées. Mais à travail égal, c'est ça Qui ne l'enjeu seraient que pas nous concernés avons. par la pas mesure concernés. et qui sont dans des Dans des entreprises de moins de 50. Mmh. Bon, on ne peut pas tout faire. Je vous dis, moi, la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est le travail partiel subi des femmes. C'est ce que disait d'ailleurs Yvette Roudy sur la question des formations des femmes, pour laquelle on a annoncé avec Muriel Pénicaud qu'il y aura un plan dédié de formation au bénéfice des femmes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, elles bénéficient moins d'accès à la formation. Et c'est que le fait qu'à travail égal, encore une fois, on a un écart qui est un écart persistant. Et donc, il faut pouvoir constater cet écart à travail égal sur une base qui est suffisamment représentative.
Donc on verra si dans 3 ans, on aura le temps, on se reverra peut-être, la situation aurait évolué. Nous sommes donc le 8 mars. Vous portez un ruban blanc sur votre robe, donc c'est pour manifester votre solidarité dans cette journée du 8 mars avec les femmes qui subissent des violences et pour rappeler à ce que quand la chose est possible, les violences soient connues, que donc les femmes parlent. C'est quelque chose qui nous préoccupe depuis plusieurs mois. Dans le gouvernement que vous soutenez, 2 hommes sont accusés de violence par des femmes. C'est une situation inédite, on n'a jamais connu cela en France. Est-ce que cela appelle un commentaire particulier de votre part? Le seul commentaire que j'ai à faire, et je l'ai déjà exprimé, c'est qu'il ne faut pas passer d'un régime de présomption d'innocence à un régime de présomption de culpabilité. Moi, je suis heureuse que des femmes aient le courage de porter plainte, et il faut continuer à les encourager à porter devant la justice la connaissance de faits dont elles auraient pu être les victimes. Mais on a des hommes qui sont aujourd'hui accusés, qui bénéficient de présomption d'innocence, et il faut le rappeler, parce que sinon, on passerait à un régime qui serait plus en état de droit si on avait une présomption de culpabilité. Et il faut respecter la parole des femmes qui sont aujourd'hui des présumées victimes. En manifestant immédiatement leur confiance à Gérald Darmanin et Nicolas Hulot, le président de la République et le Premier ministre ont essuyé des critiques. Notamment, elle était à votre place, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, qui disait c'est une manière de dire les femmes mentent. Comment peut-on affirmer, sans savoir de quoi on parle, la confiance à des gens qui sont accusés comme ils le sont? Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Dans le même temps, j'entendais l'interview de Laurence Rossignol et elle parlait de victimes, alors que nous avons des présumées victimes à partir du moment où il y a eu un dépôt de plainte. On ne sait pas si elles sont victimes. Elles sont présumées victimes de la même manière qu'ils sont présumés innocents. Et il faut être extrêmement prudent en la matière. Vous savez, nous, au sein du groupe majoritaire, on a connu un fait de ce genre. Un parlementaire qui a été mis en accusation. Et moi, je me souviens très bien qu'on nous a demandé très vite d'agir en disant « Pourquoi vous ne l'excluez pas ? Pourquoi vous ne le mettez pas au banc de votre groupe majoritaire ?» Et moi, j'ai défendu le fait qu'il ne fallait pas le faire parce qu'il y avait une plainte et qu'il fallait que la plainte soit instruite. Et vraisemblablement, puisqu'il a été mis hors de cause de manière très claire, Son accusatrice avait menti. c'est son accusatrice qui avait menti. Qu'est-ce qui se serait passé pour cet homme, pour sa famille, si on l'avait marginalisé, si on l'avait sorti de notre groupe majoritaire? Ça aurait été, à mon avis, désastreux, non seulement juste pour lui, mais aussi pour ce que ça voulait dire sur la question des droits des femmes. Il ne faut pas que ça se retourne contre les femmes, la libération de la parole. Il faut continuer à l'encourager, mais il faut l'encourager aussi pour qu'elle aille devant la justice. Vous restez avec nous, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Alors que le PS se cherche un chef, Jean-Yves Le Drian officialise son départ. Après 44 ans passés au Parti socialiste, l'actuel chef de la diplomatie française est l'un des rares ministres de François Hollande à avoir soutenu Emmanuel Macron pendant la présidentielle. Une grève féministe de 24 heures en Espagne. C'est une première pour dénoncer les inégalités. Les femmes sont appelées à ne pas aller travailler, mais aussi à ne plus s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Et une première conséquence, c'est un trafic ferroviaire très perturbé en Espagne avec des centaines de trains annulés. La deuxième livraison d'aide humanitaire pour la Ghouta reportée. Une annonce de la Croix-Rouge tout à l'heure. Du matériel médical devait notamment être apporté aux habitants de cette enclave rebelle, pris au piège sous les bombes de Damas. Le régime syrien a d'ailleurs repris plus de la moitié de la zone. Sous la pression du CSA et du ministère de la Culture, Canal+ diffuse de nouveau les chaînes de TF1 depuis hier soir minuit, du moins pour ses abonnés au satellite. Le bras de fer se poursuit malgré tout. Canal refuse toujours de payer les 20 millions d'euros exigés par TF1 et Orange et Free menacent à leur tour de couper le signal. France Info. Aurore Berger, l'invité de France Info ce matin. Vous êtes député des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Et votre bio Twitter précise que vous êtes libérale, féministe, européenne, dans cet ordre. Jean-Michel Apathy. Dans cet ordre, une grève féministe en Espagne. On vient de l'entendre dans le rappel de l'actualité. C'est quelque chose qui vous paraît... il faudrait le faire en France un jour, que les femmes arrêtent de travailler. C'est ce que disent les femmes espagnoles qui sont à l'origine de ce mouvement. De travailler, de faire le ménage à la maison, de faire les courses. Rien. Une journée sans rien faire. Voilà. Ça démontre que quand les femmes, justement, se mettent à l'arrêt, on peut mettre un pays à l'arrêt. Il faudrait le faire en France ? Je ne sais pas s'il faudrait le faire, mais je pense que symboliquement, c'est intéressant. Et on voit les dysfonctionnements que ça génère. Alors moi, je ne souhaite pas qu'il y ait des dysfonctionnements qui soient générés en France, mais si à un moment, on arrive à une situation où, justement, on n'arrive plus à avancer en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, alors symboliquement, démontrer l'importance des femmes dans les secteurs économiques, je pense que ça a du poids. En plus, en Espagne, ils sont confrontés à une situation particulière sur la question des violences
violences faites aux femmes qu'ils n'arrivent pas à réduire depuis des dizaines d'années. Nous, heureusement, on arrive progressivement à éradiquer les violences faites aux femmes, mais on a encore une femme qui meurt tous les 3 jours au sein de son propre couple. Je comprends à la réponse et au petit sourire avec lequel vous la faisiez que si quelqu'un l'organisait, cette grève, vous pourriez y participer. Moi, j'ai la chance d'être députée et heureusement, les députés femmes sont payées la même chose que les députés hommes. Oui, et aujourd'hui, il n'y a pas que les salaires, il y a tout, il y a la situation générale. Mais je pense que symboliquement, c'est quelque chose d'intéressant de démontrer qu'un pays ne peut pas fonctionner si les femmes n'y participent pas et qu'elles occupent des postes qui sont nécessaires et donc qu'elles doivent pour cela être payées, considérées de la même manière que les hommes. Et si quelqu'un l'organise, vous y participez ? C'est possible. D'accord, voilà. J'ai ma petite réponse, je suis content. Plusieurs débats de société semblent diviser le gouvernement et la majorité. Le premier débat, hélas, on est en train de l'oublier, mais il est intéressant. Le vin est-il un alcool comme les autres ? La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur France 2, disait « Oui, c'est un alcool comme les autres ». Aujourd'hui, l'industrie du vin laisse à croire que le vin est un alcool différent des autres alcools. Or, en termes de santé publique, c'est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka ou du whisky. Il y a zéro différence. Et donc, on laisse penser à la population française que le vin serait protecteur, apporterait des bienfaits que ne font pas les autres alcools. C'est faux. Les addictologues ont salué le propos d'Agnès Buzyn, les viticulteurs l'ont critiqué et le président de la République, en marge du salon de l'agriculture, est tombé du côté des agriculteurs. On l'écoute. Je peux vous dire très clairement, il n'y aura pas de durcissement de la loi E20, on n'a pas besoin de ça. Je ne veux pas qu'on bouge la loi de quelque façon que ce soit sur le vin. Donc vous pouvez avoir la tête au boulot, au développement, au reste, c'est pas une priorité. Il faut qu'on arrête d'emmerder les Français avec ces choses. Arrêtez d'emmerder les Français. C'est une référence à Pompidou qui disait ça il y a longtemps. C'est une vraie question. La loi E20, est-ce qu'il faut la modifier ou pas ? Est-ce qu'il faut mettre davantage en garde les consommateurs contre les méfaits du vin, qui est un alcool, dit la ministre de la Santé. Quelle est votre opinion, Aurore Berger ? Je pense qu'on n'emmerde jamais les Français quand on rappelle des règles de santé publique. On a aujourd'hui une difficulté avec l'alcoolisme en général. Alors oui, le vin fait partie de notre patrimoine. En consommer avec parcimonie et je pense non pas recommandé, mais peut se faire et peut se faire de manière évidemment normale et encore une fois fait partie de notre manière de vivre en France tout simplement. Mais que la ministre de la Santé rappelle que le vin est un alcool, ça me semble être juste quelque chose qui est une vérité et qui est une vérité nécessaire à rappeler parce que l'excès de consommation d'alcool a des effets évidemment néfastes en termes de santé publique. Elle ne dit pas autre chose. C'est une vérité qui a dérangé, au point que le président de la République a semblé lui répondre en disant non. On ne touchera à rien, ni à la loi E20, ni... Amis viticulteurs, dormez tranquille. Et j'ai cru comprendre au début de votre réponse que vous tombiez plutôt du côté d'Agnès Buzyn que du côté du président de la République. Ce qui est courageux d'une certaine manière. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils disent des choses extraordinairement différentes. On a une ministre de la Santé qui dit que sur les questions de santé publique, oui, étonnamment, dans le vin, il y a de l'alcool. Oui, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de totalement inconcevable. Je pense même que c'est juste une vérité qu'il est bon de rappeler pour éviter qu'il y ait des abus. Pardon de vous couper, elle dit c'est un alcool comme les autres. C'est pas tout à fait la même chose parce que il me semble en effet que les Français majorité en tout cas ne considère pas le vin comme un alcool tel que la vodka et ceux qu'elle a cités. C'est ça d'ailleurs. C'est toujours l'excès qui est un problème. Vous disiez avec parcimonie. Le président de la République dit moi j'en prends midi et soir. C'est parcimonieux ça ? Je n'ai pas à juger la consommation de vin du président de la République. Enfin, encore une fois, ça fait partie de notre culture. Est-ce que je consomme du vin ? Oui, ça m'arrive. Mais je sais tous les jours ? Non, je n'en consomme pas tous les jours. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Encore une fois, la ministre de la Santé, elle est dans son rôle. Bien sûr. Et son rôle, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse avoir des politiques de santé publique qui fassent que les Français ne soient pas justement dans une situation addicte vis-à-vis de la consommation qu'on peut avoir des alcools, quels qu'ils soient. Et le vin, en effet, est un alcool. Autre problème qui n'est visiblement pas facile à régler, la limitation des vitesses sur le réseau secondaire, 90 km aujourd'hui, 80 km à l'heure le 1er juillet, c'était l'annonce qu'avait faite le Premier ministre le 9 janvier. On l'écoute. Première série de mesures consiste à baisser la vitesse sur les routes. C'est pourquoi nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h.
Des articles de presse sont parus cette semaine disant qu'entre le président de la République et le Premier ministre, il y avait une petite différence. Le président de la République jugeant, je reprends l'idée de tout à l'heure, et qu'il fallait quand même pas emmerder les Français avec tout ça. Et donc, du coup, hier, le porte-parole du gouvernement a fait cette mise au point. Et je rappelle qu'il est question de sauver des vies par la mise en place de ce dispositif des 80 km/h, 300 à 400 vies d'après les études dont nous pouvons disposer. Est-ce que vous avez entendu Aurore Berger, des députés de la République En Marche, des députés peut-être des zones rurales, regretter cette mesure? Moi, ce que je sais, c'est que cette mesure, elle sera mise en œuvre, Est-ce que vous comme avez- annoncé, est-ce que vous avez à entendu partir des du députés la 1er regretter? juillet. Mais en fait, peu importe. Est-ce que c'est un débat chez vous? Non, mais le Est-ce que c'est un débat chez vous? mais le débat, il devrait même pas exister. Le débat, Non, non, mais mais je suis désolée, sur Est-ce que ces c'est un débat questions-là. chez vous? Mais écoutez, j'ai entendu 2-3 voix sur cette question, ok, très bien. Sauf que quand on a 3000 personnes qui meurent chaque année sur les routes et qu'on a 70 000 blessés et qu'on sait qu'on a une mesure qui, par sa mise en œuvre, permet on de ne sait sauver pas. 300 à 400 vies, On ne sait pas. je... Comme bah, souvent, la politique décide est-ce que sans ça... savoir. Alors déjà, L'état- décide sans l'état savoir, du je suis pas réseau, d'accord avec vous. Il n'y a pas Décide sans d'études. savoir, je suis pas d'accord avec Il y a vous. Il y a aucune eu étude. plusieurs études. D'autre part, Rien on de a sérieux. toujours dit qu'on mettrait une clause de Aucune revoyure. étude rendue publique, qu'on- à moins que que du vous coup- y ayez eu accès en tant que parlementaire. On a toujours dit qu'on mettrait une clause de revoyure, ce qui signifie que dans 2 ans, on constatera. Et on constatera quelle a été la mortalité constatée Donc, ça veut dire- sur très bien. les routes abaissées Ça à veut dire 80 qu'aujourd'hui, vous ne le km/h. savez pas. Ça veut dire qu'il y a eu On des le études, saura, il y a eu mais des pour l'instant- études qui ont permis au gouvernement Vous les avez et au vues Premier ministre. Mais écoutez, moi je fais confiance à un moment au Premier ministre. Non mais est-ce que vous Il pensez y a une sérieusement expérimentation en Attendez, 2016 sur 3 j'aimerais juste répondre départements à cette dont les question. résultats n'ont pas Est-ce été que vous rendus publics. pensez sérieusement que le Premier ministre s'est réveillé un matin en se disant comment je vais, je vous cite, emmerder les Français et tiens, est-ce que je pourrais pas abaisser la vitesse sur les routes? Non. À un moment, on doit prendre des mesures qui permettent de faire baisser la mortalité aujourd'hui sur nos routes. On a 3000 morts par an, 70 000 blessés. Moi, je pense que ça mérite qu'on sacrifie 10 km/h sur les routes secondaires si ça permet de sauver des vies. Mais Et certaines- quand j'entends les républicains qui disent que c'est opposer les territoires urbains aux territoires ruraux, qui meurent sur ces routes? C'est quand même ceux qui les empruntent pour Ça- faire une belle lapalissade. Et donc peut-être ceux qui vivent justement dans les territoires ruraux. Certains disent que l'état du réseau est tout autant responsable que la vitesse de ces accidents, que la consommation d'alcool, de cannabis l'est aussi. Et La raison pour la laquelle on vitesse ne renforce peut être qu'une des raisons, mais peut-être pas la raison principale. vitesse- Et en fait, on n'en sait rien, quoi. la vitesse. En général, on sait que c'est 25% des accidents mortels sur la route. 25% des accidents mortels sont causés Donc, par des excès de donc pas de vitesse. débat, c'est ce que vous dites 75%, aussi. 75% par autre chose. Bah, c'est voilà. un facteur aggravant, excusez-moi. Et c'est la raison pour laquelle aussi on renforce les contrôles sur la question de la lutte contre la prise de drogue et la prise d'alcool quand on est au volant, puisque là, il y a une tolérance évidemment zéro. Donc vous dites, pas la peine de débat, d'avoir de débat. Circuler. Circuler. Quand on peut bah, justement circuler moins vite, parce que quand on peut sauver des vies, je pense qu'en effet, ça mérite débat. qu'on s'abstienne de Ok. ce type de débat. Bien, vous restez avec nous. Aurore Berger, 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, toujours de 9%, et ils seront sanctionnés, ces écarts, à partir de 2022, jusqu'à 1% de la masse salariale. Une annonce d'Édouard Philippe hier, à la veille de cette journée des droits des femmes. D'autres mesures doivent être dévoilées ce matin par le Premier ministre. Et puis déplacement aussi d'Emmanuel Macron dans une entreprise jugée modèle à Paris. Une 3e plainte contre Tariq Ramadan. Une femme l'accuse de l'avoir violée une douzaine de fois entre 2013 et 2014. L'islamologue suisse en détention provisoire actuellement, déjà mis en examen pour viol sur 2 autres femmes. Le Canada et le Mexique, sans doute exemptés des nouveaux droits de douane envisagés par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium. Le président américain pourrait lâcher du lest donc pour ses voisins, mais pas pour l'Union européenne qui dénonce une guerre commerciale, ni pour la Chine, principal producteur qui menace de représailles. Donald Trump doit signer ce texte ce soir à la Maison-Blanche. Ouverture d'un procès hors norme tout à l'heure à Copenhague, celui de Peter Madsen, inventeur danois, jugé pour le meurtre d'une jeune journaliste suédoise, Kim Wall, venue l'interviewer à bord de son sous-marin l'été dernier. Il reconnaît avoir démembré son corps, l'avoir jeté aussi à la mer, mais ni l'avoir tué. Il risque la prison à vie. France Info. Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. La politique est une chose sérieuse, mais pas toujours. Le 21 février dernier, on a entendu le ministre de l'Intérieur répondre à un député de l'Assemblée nationale sur le droit d'asile. Au début de sa réponse, à la surprise générale, Gérard Collomb a parlé en latin. C'est un grand philosophe qui disait « Amabam amare et amans amare quid amarem quaerebam ». C'était Saint Augustin, je vous le traduis. Il disait « J'aimais aimer et aimant aimer, je cherchais qui aimait ».
Alors, tout le monde a été surpris, tout le monde n'a pas compris l'intérêt de la citation à cet endroit-là, et on a appris quelques jours après qu'en fait, le Premier ministre et Gérard Collomb avaient fait un pari. Tu citeras pas Saint-Augustin à l'Assemblée nationale. Ben oui, je le ferai. Le pari, c'était, on revient au vin rouge, une bouteille de vin de côte rôtie, et cet exercice du pari appliqué au droit d'asile a un peu indigné des associations, des gens qui ont dit quand même, c'est pas très sérieux tout ça. Alors je voulais savoir, en tant que parlementaire, vous étiez auditrice de cette réponse de Gérard Collomb, ce que vous en pensez? Je suis rarement choquée d'avoir un ministre de l'Intérieur qui cite Saint-Augustin. Et des paris comme ça, Simplement. des paris, Après, je ne suis pas concernée et je ne sais pas s'il y a des paris entre le ministre de il y en l'Intérieur a et le un, Premier ministre. il y en a un. Des paris Écoutez, qui conditionnent des propos si, devant l'Assemblée nationale, si on le- se marre. Mais parce que vous, ça vous choque que Saint-Augustin ait été cité à l'Assemblée nationale? Non, pas que Saint-Augustin ait été cité, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui me choque. C'est pas tellement la question d'être choqué, c'est la question qu'on nous dit, tiens, la politique, c'est une chose sérieuse, tout ça. Et puis, quelquefois, on se rend compte que on joue avec, voilà, même au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on se marre entre copains, ça fait un peu chambré de garçons, des choses comme ça, quoi. Je sais pas, vous le Écoutez, ressentez pas comme ça? c'est votre interprétation. Moi, D'accord. j'étais présente. En effet, Et ça le vous a ministre de bien plu l'Intérieur qu'il cite Saint-Augustin? a cité Saint-Augustin. J'ai pas l'impression que ce soit une atteinte aux parlementaires ou même à la D'accord. culture française. Alors, certaines associations n'ont pas aimé, voilà, donc nous enregistrons votre réponse. Vous, ça ne vous a pas particulièrement ému. Certaines de vos collègues ont du retard par rapport à l'actualité. Vous connaissez Claire Aupetit, Oui. députée de l'Eure. Mayotte, elle ne sait pas trop où c'est, elle ne sait pas trop ce qui s'y passe. C'était hier sur France Info. Vous savez ce qui se passe à Mayotte en ce moment? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte? 3e semaine de grève générale contre l'insécurité. Mayotte est une ville extrêmement Vous n'êtes particulière. pas au courant qu'il y a une manifestation, enfin plusieurs manifestations, des barrages routiers? Je suis désolée, mais non, je n'ai pas eu Écoutez, cette information. Vous voyez, je je vous dis, travaille 3e semaine sur de mes grève dossiers générale surtout, et je à Mayotte, ne l'ai pas eu. qui était un département français. Oui, merci. C'est pour ça que Non, je vous ne le nous dis. prenez pas non plus que pour des bécassins. Non, non, non. Alors, ça nous a rappelé Laurent Wauquiez qui, lors d'une intervention désormais célèbre, devant des étudiants à Lyon, avait qualifié les députés de La République En Marche, dont vous êtes Aurore Berger de Guignol, et il avait persisté, signé sur BFM quelques jours plus tard. On écoute Laurent Wauquiez. Vous avez vu les propos tenus par un certain nombre de députés En Marche? Cette députée qui a expliqué que depuis qu'elle était élue, elle ne pouvait manger que des pâtes. Cette autre députée qui a organisé par son agence de voyage des visites payantes de l'Assemblée nationale. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'en utilisant le terme de Guignol, j'ai été très sobre. Est-ce que ça manque de professionnalisme chez vous, Aurore Berger? Je pense que c'est Laurent Wauquiez qui manque de sobriété. C'est plutôt ça. C'est pas- Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je commente? Claire Aupetit a eu une méconnaissance sur un sujet. Je pense qu'elle s'en souviendra. Et voilà, je pense qu'elle travaille surtout. Moi, elle était dans ma commission des affaires culturelles, et maintenant à la commission des affaires économiques. Je la côtoie régulièrement à l'Assemblée. Elle est investie sur des sujets. Elle a en effet manqué sur une question qui lui a été posée. Ce qui est important, c'est la mobilisation du gouvernement à Mayotte, le fait que des élections législatives partielles vont avoir lieu et qu'elles vont bien avoir lieu, le fait qu'il y a une mobilisation sur les questions d'insécurité, le fait qu'on a une rentrée scolaire lundi 12 mars et qu'il faut que cette rentrée scolaire se passe de la meilleure des manières. Par contre, ce serait bien que ce sujet ne soit pas instrumentalisé politiquement par certains. Vous avez une sensibilité politique. Au fond, vous faites de la politique depuis tout le temps parce que vous aimez ça et vous avez envie de servir la collectivité, le pays auquel vous appartenez. Mais dans le groupe La République En Marche, oui, mais il y a des gens qui sont arrivés à la politique un peu par le hasard des choses, qui se sont présentés, qui ont été élus peut-être à leur plus grande surprise. Est-ce que du coup, ça ne manque pas de professionnalisme à l'intérieur même de votre groupe? Personne n'a été élu par hasard. Par surprise de certains, Celles et ceux qui ont été candidats ont souhaité être candidats. Ils ont fait des démarches pour l'être. Ils ont fait campagne pour être élus. Mais on leur aurait dit 6 mois avant, tu vas devenir député, ils n'y auraient pas cru. Écoutez, qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir un Parlement qui a été renouvelé, avoir dans un groupe majoritaire 47% de femmes, avoir des gens qui viennent de la société civile ou reconduire depuis 30 ans les mêmes, qui n'ont pas, je trouve, toujours tous brillé par leur intelligence. Faire croire que l'Assemblée nationale aurait chuté de niveau parce qu'on aurait des gens issus de la société civile qui auraient été élus est clairement faux. L'Assemblée nationale n'a pas baissé de niveau. Certains ont découvert un univers qu'ils n'imaginaient pas, le mécanisme. Enfin, bien sûr. Ça me paraît pas insultant de le dire. Non, mais c'est différent la manière avec laquelle vous présentez les choses. Dire qu'ils ont été élus par hasard, non, ils n'ont pas été élus par hasard.
Non, j'ai dit par hasard. Ah, vous avez dit par Mais c'est hasard. sympa, Mais mais enfin, c'est Jean-Michel Apathy, qu'est-ce qui vous prend? C'est sympa d'essayer de m'aider quand même. Et très honnêtement, non, personne n'a été élu par hasard. Déjà parce qu'ils ont été élus par la volonté des Français et parce qu'ils ont été élus parce qu'ils ont fait le choix courageux de se présenter et de s'exposer dans une élection. Mais c'est ce que je disais, on sent bien que vous avez une sensibilité politique et que vous n'avez pas J'aime été la élu politique, ouais. ni par hasard, ni par surprise. Merci voilà. beaucoup. On s'arrête Merci à là. Hein, c'était les grandes retrouvailles entre Aurore Berger et Mais Jean-Michel c'était très Apathy. sympathique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Merci à France vous. Info. Très bonne journée.